L'actu du web, du digital, de l'intelligence artificielle et de la tech de ce joyeux lundi 3 novembre 2025, c'est maintenant, assurez-vous, d'être abonné à cette chaîne et d'avoir activé la petite cloche. C'est important, on se rend pas compte qu'on n'est pas abonné, on se rend pas compte qu'on n'a pas activé la petite cloche et du coup, on loupe des trucs. Heureusement, Renaud Décode est là pour vous, pour passer en revue l'actualité de toutes ces dingueries qui fabriquent notre planète de demain. Bon, eh ben, allons-y les amis, parce qu'il y a des tas de choses intéressantes qui sont en train de se passer. Certaines des vachement prometteuses, certaines des vachement foireuses. Bah faisons le tour ensemble, c'est parti. Avec d'abord OpenAI. Ah bah alors à chaque fois, à la une de l'actu IA, ça va être OpenAI. Non, pas chaque fois, des fois ça change, mais là il faut dire que OpenAI nous a sorti un truc bizarre. OpenAI vient de fabriquer un animal qui s'appelle le Aardvark. C'est lui. Non, c'est pas ça, Aardvark. Pardon, c'est aussi un cochon de terre. Mais c'est aussi ça, Aardvark. Oh là, et ils auraient pu, ils peuvent faire un petit peu attention à leur naming chez OpenAI. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aardvark, ça s'écrit comme ça. Maintenant, je vais arrêter de le dire. C'est un modèle. Alors, il n'est pas disponible pour tout le monde en ce moment. Il est en bêta fermée. Donc, ils sont en train de le tester sur quelques utilisateurs pour voir ce qui se passe. Mais ça pourrait être un autre petit game changer dans le domaine du dev notamment et de la cybersécurité surtout. Qu'est-ce que c'est ce Aardvark? Eh bien, c'est un modèle, un agent autonome, en fait, qui est basé sur GPT-5, voilà, donc un modèle de chez OpenAI, qui est retravaillé et qui est un agent, donc un agent capable d'action, capable de réflexion, capable de faire des investigations, et il est dédié à la cybersécurité. Alors oui, c'est aujourd'hui le grand problème de toutes les IA, c'est que toutes, elles savent très bien, tous ces éditeurs d'intelligence artificielle, les Google, les Anthropic, les Mistral, tout le monde savent bien que s'il y a un public à séduire avec l'intelligence artificielle, c'est le public des geeks. C'est le public des développeurs. Pourquoi? Parce que ces développeurs, c'est eux qui fabriquent tous les outils de demain. Donc s'ils les fabriquent avec notre IA, bah notre IA se retrouve dans tous les outils de demain. Hein, c'est un bon plan. Sauf que les codeurs, les développeurs, ceux qui sont vraiment expérimentés, se disent oui, c'est bien beau vos trucs avec l'IA. Effectivement, ça fait gagner un temps fou. Effectivement, j'ai plus besoin de recruter autant parce que j'ai tous mes agents IA de codage qui bossent à ma place. D'accord, c'est hyper intéressant, mais d'une, ça pourra pas se passer de moi qui suis au plus haut niveau. Bien sûr, on est en train de suivre la logique du les meilleurs vont se doper à l'IA et vont rester là tout en haut, et puis ceux qui vont pas se mettre à l'IA ou ceux qui sont débutants, ils perdent leur job et c'est pas cool. Ah bon, on en est là aujourd'hui, mais les meilleurs développeurs se disent on a quand même un gros souci avec l'IA, c'est qu'au niveau cybersécurité, voilà, c'est comme ça qu'ils font. Ils montrent leurs joues comme ça gonflées. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ils ont l'air de trouver ça pimpin. En tout cas, c'est ce que veut résoudre Aardvark. Cet agent autonome de chez OpenAI en bêta fermée pour l'instant, open source, il serait disponible gratuitement en open source, utilisable, modifiable, triturable pour tout le monde. On verra ce que ça donne. Et son challenge, c'est de se dire, bah, cet agent, vous allez pouvoir le brancher à n'importe quel projet informatique, développé par l'IA ou pas, le mettre sur un dépôt GitHub, etc., ce que vous voulez, et il va faire un boulot de cybersécurité. Il va tout analyser très vite et très longtemps, faire plein d'opérations, testouiller des failles de sécurité dans un programme, des injections de trucs machin, et puis combler les failles, etc., etc. Bref, un agent autonome de cybersécurité. Commence à pas être loin le moment où les IA vont absolument tout faire du début à la fin. En tout cas, c'est une nouvelle pierre dans ce mur-là de l'IA qui développe des trucs sérieux avec Aardvark, qui n'est pas que un cochon de terre, qui est aussi un agent autonome dédié à la cybersécurité. D'autres petites informations du côté de chez OpenAI, je vous en livre deux comme ça, qui sont plutôt sur le terrain économique. Bah oui, parce qu'on s'est rendu compte d'un petit truc chez OpenAI, maintenant que OpenAI a fait sa mue, hein, vous savez, je vous en ai parlé la semaine dernière, ils ont changé le statut de l'entreprise, maintenant ils vont pouvoir faire du pognon, tout en gardant une mission globale, c'est un modèle un petit peu mixte, bon, on verra ce que ça donne, et ben ils sont en train d'entrevoir une entrée en bourse, une IPO pour l'année prochaine, nous disent-ils. Ça commence à bruisser, tout ça. N'empêche qu'il y a des petits couacs au niveau modèle économique chez OpenAI aujourd'hui. Bah, ça perd des sous, ça en gagne pas énormément, ça m'a demandé, mais si, vous avez des mauvais chiffres, en fait, ça gagne énormément de sous, OpenAI. Bon, ça devient opaque, cette histoire. Bah oui, si on prépare une entrée en bourse pour l'année prochaine, il va falloir qu'on donne des gages de bonne tenue, sinon c'est bulle IA et on n'est pas bien. Bon, chez OpenAI,
ils ont déjà commencé à faire un premier pas vers la monétisation, notamment avec Sora. Ce magnifique Sora, l'IA générative de vidéos dont on ne dispose pas, nous, en France, directement. Faut faire des petits VPN, ouais, le dis pas trop fort, non, j'ai pas dit, etc. Bref, Sora, ce génial modèle d'intelligence artificielle générative de vidéos qui taille des croupières à Google VO 3.1, ils sont au même niveau, tous les deux, ils font des trucs absolument dingos, et ça peut être disponible jusqu'à maintenant, parce que ça va changer, un peu gratos, avec l'appli Sora disponible sur iOS. Et si on n'est pas, si on est aux États-Unis ou au Québec, je suis en train de vous dire comment régler vos VPN, débrouillez-vous tout seul. Bref, tout ça, ça ne tient pas, nous dit OpenAI, et on va donc repasser à un modèle payant. Bah oui, parce que l'inférence, notamment en IA générative de vidéos, le fait de faire tourner des data centers, ça coûte des milliards et des milliards, et il faut bien les financer. Et OpenAI, il faut que ce soit rentable maintenant. Bon, ça va serrer la vis sur la rentabilité de tout ça, et bien on nous indique que Sora va devenir payant, évidemment. Alors il y aura probablement un modèle où vous allez pouvoir faire 2-3 trucs avec vos abonnements payants. Probablement rien si vous n'êtes même pas abonné payant, mais dans votre abonnement à 20 balles ou autre chose, vous allez avoir un certain nombre de générations de vidéos que vous allez pouvoir faire, et pour la suite, soit il faudra acheter des crédits, soit il va falloir un abonnement supplémentaire, ce sera sûrement en termes de crédit. Tout ça, puis il va y en avoir plein d'autres, peut-être l'apparition de la publicité dans ChatGPT, ça m'embêterait vraiment beaucoup, parce que ça nuirait totalement, ce serait OpenAI qui va dans le mur s'ils font ça, à mon avis, parce qu'on va plus avoir confiance dans ce qu'ils vont nous dire, puisque ça va être financé par la pub, même si c'est cloisonné, on va pas y croire, bref, on verra, mais plein de modèles économiques vont se développer, puis il y a les concurrents d'OpenAI, que vont-ils faire? Est-ce que Gemini va se battre sur le même terrain, ou au contraire va dire, non, nous on a la puissance de Google, ce qu'on veut c'est plein d'utilisateurs, on va pas faire payer certains trucs, bref, ça se durcit, ce chantier, même au plus haut niveau de l'intelligence artificielle, se durcit complètement, et à mon avis 2026 va être une année sanglante pour les fabricants d'intelligence artificielle un petit peu partout, de par le monde. Ça va être la foire d'empoigne. On attend pour 2026, voire 2027, on ne sait pas trop. Peut-être ça va même s'accélérer davantage, une entrée en bourse record. Ça, c'est déjà couru d'avance. On nous parle de chiffres du genre, quand OpenAI va rentrer en bourse, ils vont lever 60 milliards de dollars juste avec leur entrée en bourse. Ça va valoriser la boîte à 1000 milliards de dollars. C'est des chiffres qu'on voit même plus. Pour info, si les 60 milliards sont respectés, c'est du jamais vu, mais loin devant tout ce qui a jamais été vu, en fait, puisque la plus grosse valorisation, la plus grosse apport d'une entrée en bourse, ça doit être autour de 25 milliards dans des compagnies pétrolières ou ce genre de choses. Là, on serait bien au-dessus. Alors, c'est peut-être un Skynet qui est en train de naître, ou peut-être que tout va être payant et du coup qu'on va se détourner. Je sais pas, mais en tout cas, l'avenir d'OpenAI commence à se construire maintenant. Et quand je parle d'OpenAI, je parle aussi de tous les autres. On va rester attentif à savoir si cette IA va être enfin au service de l'humain. Est-ce qu'on va pas tous devoir se désintéresser des grands géants capitalistiques et se diriger vers de l'IA open source? Est-ce qu'on peut être formé pour? Bon, on verra comment l'humanité se débrouille avec ces géants du numérique et qui regardent leur pognon de beaucoup plus près. À partir de maintenant, ça va bouger. YouTube nous sort, pour apaiser un petit peu les débats et aller sur un sujet un petit peu plus sympa. YouTube, on kiffe YouTube. Tiens, vous êtes sur YouTube, vous kiffez YouTube? Comment ça, la vidéo n'est pas de bonne qualité? Bougez pas. YouTube vient de nous sortir un petit arsenal de nouveautés. Alors ça va vous intéresser énormément si vous êtes un créateur de contenu ou si vous avez envie de vous y mettre, et ça va vous intéresser beaucoup également si vous êtes un consommateur. YouTube nous dévoile tout un petit panel de fonctionnalités qui visent à faire de YouTube la nouvelle télé. Pourquoi qu'on garderait des chaînes de télé à la télé alors qu'il y a beaucoup mieux en bien meilleure qualité, et ça s'appelle YouTube? Des nouvelles fonctionnalités qui sortent du côté de YouTube, avec notamment une fonctionnalité de super résolution. En fait, YouTube va brancher sa super intelligence artificielle qui ne sert qu'à une seule chose, améliorer la qualité de vos vidéos toute seule, sans rien faire. YouTube va passer en revue toute sa bibliothèque, tout son catalogue de vidéos, c'est-à-dire un nombre absolument dingo de vidéos, va faire bosser. Mais comment ils vont faire ça? C'est Google derrière, il y a des data centers gigantesques. Ils vont faire tourner leurs IA à plein pour faire en sorte que toutes les vidéos soient retravailler avec l'IA pour une meilleure qualité. Les vieilles vidéos prises avec un vieux téléphone de il y a je sais pas combien d'années, boum, magiquement,
elles vont vous apparaître d'une qualité absolument magnifique. Alors, rassurez-vous, pour les créateurs de contenu tatillons, et ils ont le droit de l'être, vous pourrez décider, votre fichier, en fait, celui que vous avez uploadé au départ, votre vidéo originelle, sera conservée, hein, elle ne sera pas effacée, remplacée par une nouvelle avec le passage de l'IA, et vous pourrez, si vous voulez, désactiver le truc. Pour vous, les utilisateurs, vous aurez aussi un petit indicateur qui vous dira bah, cette vidéo a été remasterisée, on va dire ça comme ça, avec l'intelligence artificielle de YouTube. Bref, on rentre dans une logique où on veut regarder YouTube à la télé sur des écrans 4K. D'ailleurs, la 4K arrive aussi dans cet ensemble de fonctionnalités. La 4K maximisée, notamment pour des usages sur la téloche. Alors, si vous êtes un créateur de contenu où vous dites non, moi, la patte un peu vieillotte que j'avais, un peu VHS que j'avais, je veux pas qu'elle soit retravailler, vous pourrez désactiver le truc. Bien sûr, les créateurs ne seront pas lésés par ça. Mais on sent bien, effectivement, la volonté d'être la télé de demain du côté de YouTube, avec notamment aussi des expériences de chaînes. Vous voyez ce qu'on vous montre ici, juste au-dessus de ma tronche, le fait que vous allez regarder une vidéo, on va directement, par incrustation, avec la télécommande, pouvoir zapper sur d'autres chaînes, d'autres vidéos intéressantes ou qui font un peu partie de la même chose. D'autres petites fonctionnalités du genre les miniatures. Maintenant, on va pouvoir mettre des gros fichiers de 50 mégas plutôt que des petits fichiers, je crois que c'est 2 mégas aujourd'hui la limite. Vous allez me dire ça c'est peanuts, on s'en fiche un peu. Non, mais ça vous dit aussi le fait de vouloir être affiché, la vignette y compris, sur des grands écrans. Et c'est la volonté de YouTube là-dessus. Mais pourquoi? Juste pour notre qualité de nos petits yeux et notre confort dans le canapé? On est bien dans notre canapé, c'est vrai, mais pourquoi le faire? Bon, bah bougez pas, vous allez comprendre tout de suite. From catch to cart, du canapé jusqu'au caddie, jusqu'au panier d'achat. Oui, ça fait partie du package, bien évidemment, le fait d'avoir de plus en plus d'expériences qui vont naître sur de l'achat en ligne via YouTube. On aime ou on n'aime pas, ça peut être vachement pratique. Ouais, mais c'est grave capitalistique, la consommation à outrance, etc., etc. Bien oui, ça fait partie de ces fonctionnalités. Sur votre téloche, écran 4K, la super miniature, la super qualité de vidéo, pouvoir aller d'une chaîne à l'autre comme on veut directement sur la téloche et des QR codes qui vont apparaître quand je vais par exemple vous dire « Vous voulez cette tasse? Elle est magnifique. » Bim! Le QR code qui apparaît à l'écran, vous prenez votre smartphone avec le bras qui reste valide, dans votre canapé engoncé, tout ça, vous scannez le QR code qui apparaît à la téloche et vous pouvez arriver directement sur la boutique, acheter en direct le produit que je vous ai vendu. Elle est pas belle la vie? Non? Ah bon, vous aimez pas? Non, il y a du bon et il y a du moins bon, vous jugerez, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Bon, du côté de la musique, c'est la panade totale, les amis. Il y a plein d'informations qui se bousculent. Ça a l'air d'être ces jours-ci le grand débat. La musique et l'intelligence artificielle avec des plateformes IA qui sont absolument magnifiques, notamment Udio, notamment Suno, qui vous permettent maintenant, avec leur dernier modèle, de faire de la musique absolument dingo. Les professionnels de la musique commencent à se mettre à des outils comme Suno parce qu'on peut brancher ses instrus, on peut faire sa partoche, etc., etc. C'est pas réservé aux petits qui n'y connaissent que dalle et qui vont faire leur petite musique un peu nulle. Non, ça commence à être très bien. Mais de l'autre côté, on a aussi les plateformes musicales, les Deezer, Spotify, etc., qui sont complètement envahies d'intelligence artificielle, enfin de morceaux créés par l'IA, à se demander si c'est bien. Si ça plaît aux gens, chouette. Ah non, les artistes sont pas du tout contents. Bon, on va limiter, on va faire quelque chose. Et puis les majors qui attaquent et qui font des procès, c'est en train d'être la panique totale un petit peu partout. Et les deux informations de ces derniers jours ne vont pas lever le voile plus que ça, à mon avis, mais vous me direz ce que vous en pensez. La première, c'est Spotify qui vient de faire un partenariat, rien que ça, avec les majors, Universal, Warner, etc., Sony Music, etc. Un vrai partenariat entre Spotify et ces géants, comment on appelle ça, des labels, comment on dit? Voilà, des grands éditeurs de musique. Et ce partenariat vise à nous dire, alors il y a plein de communiqués officiels de la part des majors et de la part de Spotify, nous disant, nous, on va faire un truc artist first. Oui, à l'époque de l'intelligence artificielle, ce qu'il faut préserver, c'est les artistes. Très bien, se dit-on. Alors on nous dit que dans cet accord, on va rémunérer les artistes sur les morceaux qui sont publiés sur Spotify. C'est déjà le cas, Pépère. Oui, mais aussi sur les modèles d'IA.
C'est-à-dire que Spotify ou les majors vont créer leur propre intelligence artificielle qui va se nourrir que de morceaux libres de droit ou que de leur catalogue. Non, non, c'est pas ça, dit Spotify. On va rémunérer les gens en fonction de l'argent qui se fait sur les morceaux IA inclus. On va filtrer aussi tous ceux qui repompent des morceaux qui existent déjà avec l'IA. Mais pour des morceaux IA qui nous plaisent bien et qui génèrent des sous, on va rémunérer les majors. Mais c'est pas les majors qui ont fait ces morceaux-là. C'est des gens comme moi qui se sont pris la tête, c'est faux, avec l'intelligence artificielle pour faire des morceaux qui plaisent et ça plaît aux gens. Pourquoi je serais pas rétribué pareil? Parce qu'il faut protéger les majors quand même. Ah bon, alors ça veut dire que tous les sous générés par des trucs faits par l'IA, si on avait des grands créateurs, comment il s'appelle, celui qui faisait de la musique électronique, Jean-Michel Jarre, à l'époque, si on lui avait dit pareil, toi t'es pas un vrai musicien parce que t'as des appareils devant toi, c'est pas bon, on va prendre tous tes sous puis on va les donner aux autres qui font pas ta musique. Je pense qu'il aurait fait un AVC direct, le pauvre. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh ben c'est ça, le fait de dire je suis créateur de musique, je me sers de l'IA, je suis créatif, ça plaît aux gens, et en fait les sous on va les reverser aux majors qui n'ont rien à voir dans l'histoire. Je suis pas sûr du truc, hein. Je vous fais mon interprétation pas du tout neutre et assez peu objective, j'en ai conscience, mais vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, c'est un petit peu illogique ce truc-là. Est-ce qu'on va pouvoir dire ce morceau, il a été utilisé, il a été fait par l'IA qui a dû utiliser quelque part un titre de tel artiste qui se retrouve chez Universal aujourd'hui, donc on va rémunérer Universal? Elle a été utilisée partiellement, à combien de pourcents, et comment tu sais qu'une IA s'est nourrie de telles données, alors qu'en fait, elle a chopé des données absolument partout. Terrain très glissant de ce truc-là. Et puis, il y a exactement la même chose, il y a un peu la même logique du côté de Udio. Alors, Udio, c'est pas une plateforme de diffusion d'artistes musicales comme Spotify et Deezer. Udio, c'est un outil d'IA génératif de musique. Eh bien, cette magnifique start-up, Udio, qui permet de faire des trucs absolument dingos, a également conclu un accord. Alors, c'était pour d'autres raisons. Eux, ils ont été attaqués en procès par les mêmes majors. Voilà, donc ils ont été attaqués et ils nous disent on a trouvé un accord avec les majors, entre Udio et les majors. Pareil, on va rémunérer ces majors en fonction de ce que fait notre intelligence artificielle. Le problème, il est toujours le même, c'est que ça, c'est une logique de façade. En vrai, pour ceux d'entre nous qui connaissons un petit peu comment c'est foutu l'intelligence artificielle, l'IA se nourrit de plein de choses. Et ce que sort l'IA après, on est infoutu de dire de quoi ça s'est nourri parmi cette base. Non, en fait, on a entraîné l'intelligence artificielle à savoir produire de la musique en ayant regardé tout ça. De dire que tel morceau s'est servi de celui-là à 5% et de celui-là, non, c'est pas un mix algorithmique, c'est une intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est de la façade qui nous dit quoi? Qui nous dit ce qu'on va faire chez Udio, si c'est publié quelque part et si ça fait des sous, rassurez-vous, les sous, on va rétribuer, on va les partager entre ces grandes majors. Perso, là non plus, je suis pas d'accord avec cette histoire. Je vois pas pourquoi les majors qui ne fabriquent pas ces trucs avec Udio auraient des sous de ceux qui fabriquent ces trucs avec l'intelligence artificielle. C'est pour éviter les procès, c'est pour calmer le jeu de la part d'Udio, j'en suis à peu près persuadé. Les majors plongent dans cette histoire et pourquoi nous, petits créateurs avec l'IA, on aurait nos revenus, notre création de valeur qui partirait chez des majors dont on fait pas partie. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ce truc-là. En même temps, je suis comme vous, j'ai pas de solution. Peut-être pas comme vous avez peut-être des solutions à envisager pour l'avenir de l'industrie musicale, parce que c'est de ça dont on parle. Rappelons-nous qu'il y a la même chose dans l'industrie du film, dans l'industrie de plein de choses, mais l'industrie musicale en ce moment patauge sévère, à mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais quel avenir de l'industrie musicale on se prépare ou on se forge avec l'intelligence artificielle? En filant du pognon au major, mais je suis pas convaincu. Trouvons autre chose alors. Trouvons, on cherche. Allez, c'est la fin pour LinkedIn. Oui, c'est fini. Non, j'en peux plus. Pardon, là, je suis tout sauf neutre dans ce que je suis en train de vous dire. Bon, il y a plusieurs choses qui se passent au niveau de LinkedIn, et notamment aujourd'hui, dans ma revue d'actu du 3 novembre, il fallait que je vous le dise parce que c'est une date importante pour LinkedIn. Je vais vous en parler, mais simplement, en introduction, vous dire que LinkedIn a publié ses derniers chiffres de statistiques et de reach, de portée. Pas riche, mon accent anglais est absolument foireux, de portée de vos différentes publications sur LinkedIn. Ma conclusion personnelle à moi, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, c'est que LinkedIn c'est foutu. LinkedIn qui est censé être, à mon sens, mais je me gourre,
visiblement je me gourre, qui est censé être un réseau social professionnel fait pour rencontrer des gens que vous ne connaissez pas dans des activités que vous ne connaissez pas, et vous qui avez votre activité, vous pourriez vous dire: ah tiens, un plombier qui m'explique des choses de plombier, et voilà comment il fait les choses, et qui publie une offre hyper intéressante, il me le décrit dans un texte, etc. Ça m'intéresse vachement, je vais réseauter avec lui, et on va s'échanger des trucs, voilà. C'est ça, normalement, LinkedIn, réseauter avec des... Bon, c'est plus du tout comme ça. C'est mort, c'est plus du tout comme ça. Toutes ces études qui sont en train de sortir, si on les analyse un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'aller très profondément, nous montrent qu'en fait, ce qui marche sur LinkedIn, c'est de mettre des jolis carousels avec des selfies de votre tronche, et si vous êtes mignon ou mignonne, ça marche beaucoup mieux, et qu'en fait, le reach, il est limité à des gens qui sont dans le même niche que vous, dans la même activité que vous, donc en fait, vous ne voyez que vos concurrents, c'est super, ou vous ne voyez que des gens qui parlent en images uniquement, le texte, ça marche plus, les explications, ça marche plus, tout ce qui est intelligent, ça marche plus, tout ce que vous allez avoir, c'est des sondages, à la limite, ça peut fonctionner, de l'interactivité. Donc il faut choquer dans tous les sens du terme pour avoir un petit peu de reach sur LinkedIn. Et si vous l'avez, ce reach, vous allez être vu par des gens qui font déjà la même activité que vous. Donc comment je gagne du business là-dessus? Si, LinkedIn a bien sûr la solution depuis toujours, faites de la pub. Alors, acheter de la pub très chère, ça coûte un bras sur LinkedIn, c'est souvent pas rentable, mais voilà, ma conclusion à tout ça, c'est que LinkedIn, c'est un petit peu mort. Pourquoi je vous en reparle aujourd'hui, alors que ça fait un petit moment qu'on fait ce constat? Parce qu'aujourd'hui, 3 novembre, c'est le jour de bascule vers l'intelligence artificielle sur LinkedIn. À partir d'aujourd'hui, LinkedIn vous a prévenu très très discrètement, vous n'avez pas vu passer le truc. À partir de maintenant, à moins que vous ayez coché les bonnes petites cases aux bons endroits, LinkedIn a une intelligence artificielle qui commence à se nourrir de tout vos contenus. Oh, vos petits selfies que vous mettez depuis des mois pour avoir un reach sur LinkedIn qui sert à rien, hop, dans l'intelligence artificielle de LinkedIn. Voilà, groupe Microsoft, les amis, derrière pour info. Et donc, tout ce que vous allez créer comme contenu, tout ce que vous avez créé comme contenu va être utilisé par l'intelligence artificielle de LinkedIn pour produire des contenus de demain. Comme ça, si quelqu'un veut créer un contenu inspiré du vôtre et encore mieux, parce que l'IA fera mieux, évidemment, vous allez tous rédiger des posts et des choses avec l'IA qui, en plus de ne pas avoir de reach, va l'avoir dans votre niche et en plus sera pas vraiment écrit par vous, avec des commentaires en face qui ne seront pas écrits par vous non plus. L'avenir du réseautage, selon LinkedIn, à mon avis, LinkedIn est mort. Si vous voulez, vous avez encore le choix. Jusqu'à aujourd'hui, l'option se trouve dans Préférences sur LinkedIn, confidentialité des données. Il y a plusieurs petites cases à cocher, plusieurs options, notamment données pour l'amélioration de l'IA générative, et vous pouvez vous y opposer. Le clou du spectacle, c'est que si vous n'avez pas fait cette démarche d'opt-out, de vous décocher, alors de base, vous êtes dans le programme et l'IA s'entraîne avec vos données. Vous aimez pas, vous dites ce que vous en pensez en commentaire et vous pouvez agir ou pas selon votre intérêt mitigé de LinkedIn. À vous de jouer, les amis, là-dessus. Peut-être réfléchir à d'autres réseaux sociaux. Je dis ça, je dis rien. Faites comme vous voulez. Allez, une petite information relou qui n'a l'air de rien, mais c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. On va parler de Criteo. Criteo, c'est une boîte que j'aime pas trop, mais c'est pas grave, c'est pas le problème. Criteo, c'est une boîte française de la French Tech. C'est un des piliers de la French Tech française. Criteo dans le domaine des ads, un domaine de l'advertising, de la publicité en ligne. Je vais arriver à sortir un mot français quand même. Ah, là, il y a l'équivalent, faut pas abuser, donc pardon. Donc dans le domaine de la publicité en ligne, Criteo est un géant depuis très très longtemps et dispute taille des croupières aux autres géants internationaux, et c'est français, quelle fierté. Alors ils font beaucoup de ciblage pour les grandes entreprises et pour les grosses campagnes de pub, et ils font aussi beaucoup de reciblage, c'est souvent eux que vous pouvez remercier quand vous préparez un cadeau de Noël sur votre ordi discrètement et que votre épouse veut dire: ah tiens, t'es en train de m'acheter tel truc. Oui, parce que c'est la même IP et que c'est Criteo qui lui a repassé des pubs de ce que vous avez regardé. Voilà, merci Criteo. Non, c'est pas les seuls responsables, mais voilà le métier de Criteo. Eh bien, Criteo est en train, grâce à une petite conversion transfrontalière, de s'installer au Luxembourg. Voilà, c'était juste ça l'information.
Vous en fichez? Non, mais attendez 2 minutes, qu'on précise ce truc-là. Criteo fait sa migration au Luxembourg. Ils ont le droit de le faire. Vous noterez qu'au sein du Nasdaq, par exemple, ou de la French Tech en France, il y a de plus en plus de boîtes qui font le fait d'avoir une entité au Luxembourg ou font ce passage transfrontalier de la France au Luxembourg. Mais pourquoi qu'ils font ça? Eh bien, Criteo, c'est un maillon extrêmement important de ce qui est en train de se produire malheureusement. Et la French Tech est en PLS, beaucoup, de trop nombreuses, et ça va s'accentuer, donc je prévois que ce sera beaucoup, d'entreprises de la French Tech sont en train de se barrer au Luxembourg. La France, la législation leur donne parfaitement le droit. Une fois qu'ils sont au Luxembourg, ils sont enfin déliés des contraintes administratives françaises, déliés des taxes françaises quand il s'agit de bouger son entreprise, et le Luxembourg est un premier pas, est une étape pour aller ensuite s'exiler aux États-Unis, et Criteo commence à le dire, alors pas encore très officiellement, mais le but du jeu, c'est que tout se barre aux États-Unis, là où se trouve l'essentiel du marché de la publicité en ligne. Et donc, on perd là de plus en plus, on va perdre de plus en plus des bijoux, des joyaux de la French Tech, parce que lourdeur administrative, parce que taxes, parce que, etc. Je suis pas en train de relier ça à des discussions politiques, ni prendre parti, machin. Ce serait bien malin de dire de quel parti je suis, même moi je le sais pas. Bref, je suis pas en train de vous dire mais si, il faut quand même taxer ces géants du numérique parce que puis ils vont pas se barrer. Je suis en train de vous dire si, il y en a qui se barrent quand même. Bon, pas que pour ça, surtout nous disent-ils pour les lourdeurs administratives et pour les incapacités. Quand on est français aujourd'hui, on est obligé d'être sur le marché français d'abord, et c'est un petit peu pénible dans un monde mondialisé, on va dire ça comme ça, à l'heure de l'IA, du web, du digital et de la tech. En tout cas, Criteo fait ses valises et va bientôt prendre l'avion. Bon, on verra ce qui va se passer, et si cet exemple, bon, mauvais, vous me direz en commentaire, sera suivi d'autres bijoux de la French Tech en France. On verra bien. Allez, dernière information de cette revue d'actualité, ça nous vient de chez Google avec deux infos assez costaudes qui nous viennent du géant de Google, le géant Google qui a fait sa mue d'intelligence artificielle absolument de façon incroyable. Ils ont réussi, déjouant tous les pronostics darwiniens, à dire Google c'est le géant de l'ancien monde, il n'arrivera jamais à se mettre à jour au nouveau monde, sachant qu'en plus c'est un mastodonte. Ça fait beaucoup de termes bizarres ce que je suis en train de vous dire, mais si, ils y arrivent parfaitement chez Google, notamment avec leur dimension DeepMind qui bosse sur l'IA depuis très 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 longtemps déjà, et puis en étant aussi un géant qui est capable de changer son moteur de recherche Google historique en IA. En France, on ne le voit pas, mais partout dans le monde, on le voit, et ils sont en train de faire cette mue-là avec beaucoup de réussite. Et ils ne s'arrêtent pas là, puisque Google est un multigéant. Ils sont partout, et ils sont et aussi dans le domaine des data centers. Eh bien, Google est en train de mettre la main sur un marché qui est extrêmement prometteur. Certains prospectivistes, futurologues, nous disent que un des marchés leaders dans 5 ans, ce sera celui-là, c'est le marché de l'Inde. Eh bien, Google vient d'annoncer un investissement colossal de 15 milliards de dollars, et un investissement hyper concret, et encore pas que 15 milliards de dollars, 15 milliards de dollars, c'est uniquement pour la construction d'un data center, d'un méga data center. Je vais devoir vous dire la ville, en Inde, ça se trouve dans l'état indien d'Andhra Pradesh, je ne sais pas où c'est, ça se voit, et ça se trouve à Visakhapatnam. Voilà, comme ça vous pourrez chercher. Bon courage pour l'orthographier sur Google si vous avez envie de savoir où ça se trouve. Ce sera donc en vue d'être le principal hub asiatique, notamment sur l'intelligence artificielle et aussi sur le cloud. Alors il y a AWS, il y a Microsoft aussi qui investissent beaucoup en Inde. Google vient de mettre vraiment énormément d'argent, de moyens sur la table, et de moyens aussi pour profiter de la logique du gouvernement indien qui booste de façon absolument dingue tout ce qui est tech, tout ce qui est digital, avec des exemptions fiscales sur 20 ans, avec des crédits de TVA, avec de l'aide, avec tout ça, eh bien ça attire les géants du numérique américains. Google, 15 milliards de dollars là-dessus, plus 2 milliards pour l'énergie qui se retrouve liée à l'alimentation de ces data centers.
Enfin bref, c'est un boom gigantesque, ça va faire des milliers d'emplois en Inde et c'est qu'un premier pas, il y en aura d'autres qui vont s'y mettre. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir l'émergence d'un nouveau géant du numérique et du digital? On a la Chine, on a les États-Unis, l'Europe peut-être en devenir, mais ça prend à prendre avec des pincettes. Mais peut-être que l'Inde sera un des géants de demain. En tout cas, ils vont très très vite, ils vont très très fort, ils vont très très loin et on verra, ils ont le soutien en plus financier et pratico-pratique d'autres géants. On verra ce que ça donne. La deuxième information concernant Google, et j'aime bien terminer là-dessus, parce que c'est tech et c'est un peu scientifique, c'est carrément scientifique, et que ça nous montre aussi que l'IA pourrait bien être au service de l'humain, et cette nouveauté dont on nous parle régulièrement ces temps-ci, c'est C2S, Cell to Sentence Scale 27B. Quel terme magnifique et quel nom superbe pour un modèle de chez DeepMind. C'est pas une IA comme on utilise nous tous les jours. Non, c'est une IA très très particulière faite en partenariat avec l'université de Yale, la prestigieuse université de Yale. Et c'est un modèle IA, comme son nom l'indique, de 27 milliards de paramètres. Oh, c'est pas si gros. Attendez, lisez bien le nom. Cell to Sentence Scale. Le but du jeu, c'est tout simplement de transformer des cellules en phrases. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? C'est exactement ça. Le modèle qui est un des plus avancés du secteur biomédical, qui est donc une création de GEMA, donc c'est Google bien sûr au-dessus de tout ça, vise à améliorer l'analyse cellulaire de nos petites cellules qu'on a dans le corps pour trouver des pistes thérapeutiques. On commence à parler de thérapie, de soins, d'objectifs sur la lutte contre le cancer, contre les cancers, puisque ça rend possible la détection de cellules cancéreuses et de faciliter la personnalisation des traitements. Donc on va pouvoir, avec ce modèle, se dire, tiens, on analyse une cellule et on sait dire que il y a tel truc qui va pas dedans, et en langage naturel, avec beaucoup de guillemets autour de ça, pouvoir adapter un traitement qui peut lui aussi convenir parfaitement à la personne ou au type d'affection qu'on peut avoir, et avec en ligne de mire notamment la lutte contre le cancer. Il y a de grosses avancées là-dessus, plein de publications scientifiques là-dessus, tamponnées par des scientifiques. C'est pas juste un petit modèle qui vous cause et qui vous dit papa maman, non, c'est un modèle qui est extrêmement sérieux là-dedans et qui pourrait nous avancer avec un pas de géant dans la lutte contre les cancers. Voilà, un bon exemple de l'IA au service de l'humain, s'il en est. Après tout ça, c'est du Google, donc on verra comment c'est utilisé par les labos. C'est en partenariat total avec le public et c'est fait pour le public, nous dit Google. Tant mieux, parce qu'on est quand même les principaux concernés par tout ça. Les avancées sont absolument folles et l'IA, on ne peut pas la refuser, notamment dans le domaine médical. Il faut qu'on y aille à fond et on a hâte de voir ces prochaines dingueries au service de nous, les petits humains. Voilà pour la revue d'actu du jour, avec plein de choses passionnantes et intéressantes. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine revue d'actualité. Elle est publiée tous les lundis, mercredis et vendredis. C'est pas les jours de live de Renaud Décode, absolument. Rejoignez-nous également sur le site de l'émission renaud-décode.fr, et si vous en avez la possibilité, avec vos collègues, avec vos amis, sur la télé, sur YouTube en 4K maintenant, n'hésitez pas à rejoindre les lives de Renaud Décode. C'est tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, sur les réseaux, pas que YouTube, TikTok, Twitch, le camp de base. N'hésitez pas à venir partager, échanger en live sur Renaud Décode. Merci d'avoir suivi cette revue d'actualité Web, IA, Digital Tech, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue sur Renaud Décode.